Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de Story First. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous raconter, il s'est passé plein de trucs cette semaine. Mais avant, introduction du podcast si jamais vous êtes nouveau et que vous me découvrez sur cet épisode. Donc bonjour, je m'appelle Clément Armand, j'ai 22 ans, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis maintenant 4 ans. Et dans ce podcast, je te partage ma quête pour devenir un meilleur entrepreneur dans la vidéo et également devenir un meilleur réalisateur et un cinématographeur. Trois règles pour ce podcast. Pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. C'est-à-dire que si je dis une dinguerie, bah elle va sortir comme ça. Voilà. Donc faut que je fasse gaffe. Et la structure de ce podcast, c'est d'abord mes actus de la semaine passée. Un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Que ce soit dans le perso et dans le pro, mais tout est un peu lié. Et ensuite, il y a quelques idées que je vais développer. Aujourd'hui, on va pas mal parler de documentaire. Les dernières semaines, c'était beaucoup plus orienté business et un peu de dev perso, choses comme ça. Aujourd'hui, on va quand même être plus orienté sur du documentaire, sur de l'écriture, parce que j'ai fait pas mal d'écriture de films cette semaine, donc on va parler de tout ça. Et enfin, une dernière partie qui n'est toujours pas existante, mais si vous avez des questions, j'en réponds en fin d'épisode. Mais nous sommes dans l'épisode 3 et je ne communique pas encore sur ces épisodes de podcast, parce que l'objectif, donc, il est que vous progressiez vous aussi dans votre business ou dans votre production vidéo à travers ces épisodes et que vous deveniez une meilleure personne, je l'espère, et que vous ayez appris quelque chose d'ici la fin de cet épisode. Mais pour l'instant, je l'ai fait surtout pour moi parce que j'ai envie de développer le fait de parler comme ça publiquement et je pense que j'ai encore du boulot. Voilà, très honnêtement. J'ai réécouté le premier épisode, je vous l'ai dit la semaine dernière dans le deuxième. Plus pour, comme j'ai pas encore de feedback, savoir quoi en penser. Mais le deuxième, je n'ai pas fait cet exercice. Mais je peux faire quand même un feedback sur plus comment je me suis senti. La semaine dernière, j'étais pas méga bien, j'avais un peu mal à la tête et tout. J'ai l'impression d'être dans le fog. Tu sais, un peu un brouillard mental. Et j'ai l'impression que mes idées n'étaient pas très claires et pas très structurées. Voilà. Donc, mon amélioration de l'épisode 1 à l'épisode 2, c'était d'être plus dynamique, plus d'énergie, plus de passion dans la voix. Et là, l'objectif de cet épisode 3, c'est plus de structure, plus clair, savoir où je vais, et aussi ne pas omettre certaines idées. Voilà, parce que je pense que dans celui de la semaine dernière, il y a plein de choses que j'ai omis de dire et que j'ai sous-entendues. Par exemple, que en fait pour moi ça me paraît évident, mais que je pense que c'est important que vous ayez aussi les infos. On a parlé par exemple de la différence entre boîte de prod et freelance, et je me disais ouais, je me vois toujours pas genre avoir par exemple en CDI un mec dans la vidéo. Et j'ai omis de dire parce que en fait il y a un facteur que je prends en compte, c'est que tu vois un monteur, il fait 8h, 18h tous les jours, etc. C'est carré, la fiche de poste elle est carrée là-dessus et tout. Maintenant, un mec qui filme, bah tu vois, hier j'étais en tournage, on était vendredi soir, j'ai fini à minuit. Ça, c'est pas genre normal, enfin c'est pas normal entre guillemets pour un mec qui est en CDI, tu vois, dans un CDI classique. Et du coup, ça, j'ai du mal à le visualiser et j'ai toujours pas rencontré de mec en CDI qui vivait comme, qui faisait ce genre de choses, tu vois, qui était vidéaste en CDI pour une boîte de prod et qui allait en tournage le week-end, le dimanche, qui des fois se mettait un mois non-stop, je sais pas, je pars au Dakar, mais je dis pas, ah, il est 18h, j'arrête de bosser, tu vois. Donc j'ai omis de mettre ça dans ma comparaison. Voilà, par exemple. Et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est que mon futur stagiaire Thomas m'a envoyé un message et m'a dit: ah ouais, c'est cool, il a écouté les podcasts. J'étais en mode stylé, mais. Bref, vu que c'est le début, je sais pas trop quoi en penser, mais bref. Thomas, si tu m'écoutes, je te salue. Et il m'a dit, ouais, il y a des fois où j'aimerais réagir, te poser des questions et tout en direct. Et je me suis dit, oui, c'est parce que je pense aussi que je manque de clarté. Et quand je réfléchis après l'épisode, ça manque de clarté. Voilà, donc petite précision par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Si vous voulez découvrir mon évolution, avant j'étais vraiment fermé en mode je veux être tout seul pour garder ma liberté. Et puis finalement, par ambition aujourd'hui, je me dis peut-être que ça vaut le coup de s'associer et j'ai changé ma vision par rapport au fait de prendre un associé, et pas juste de développer sa boîte de prod tout seul et d'embaucher des mecs genre en CDI, en alternance, etc.
Voilà, donc ça c'est dans l'épisode de la dernière fois, mais ma vision a encore évolué, donc on va en parler aujourd'hui. Et tout d'abord, on va commencer par les actus. Voilà. Du coup, ah, bonjour, pas de souci. Euh, et donc, cette semaine, donc, je vous avais précisé, il n'y avait pas trop de nouveautés. Enfin, je vous avais pas donné trop de nouvelles de ce qui allait se passer parce que j'avais pas mal de rendez-vous. Et donc, c'était vraiment dépendant de ça. Mais c'était cool. J'ai eu un premier rendez-vous avec. Enfin, un rendez-vous. On est allé grimper avec Victor Garcin, un athlète qui fait du ski de rando, enfin du ski de pentraide, de l'alpinisme, de l'escalade, pour un projet de docu sur lequel on a déjà travaillé l'été dernier et sur lequel on n'a pas fini parce qu'il nous est arrivé un truc assez complexe. Je peux raconter, de toute façon c'est sur mon site web. En gros, l'été dernier, on part pour filmer pour une traversée des écrins pendant 10 jours sur des voies iconiques. Ça, c'était le pitch de base, on devait avoir une approche assez historique. Et le truc, c'est que 2 semaines avant de partir en tournage, Victor, il se prend un bloc de glace sur la tête, ça lui ouvre le crâne. Il se fait sortir en hélico, il est avec un pote à lui qui est en larmes parce que, enfin, voilà, il est pas passé loin du pire scénario. Enfin, ça aurait pu être vraiment plus grave. Et finalement, pour lui, il avait l'impression d'avoir rien. Donc il s'est dit rien, plutôt physiquement ça allait mieux, tu vois, il s'est fait poser 7 agrafes, ça repart normal. Et en fait, il en a parlé un peu avec des potes qui lui ont dit, bah, mec, fais gaffe, ça peut te prendre du temps de t'en remettre. Lui était là, ah non, mais non. Et donc on est parti pour ce tournage 2 semaines après. Et en fait, le deuxième jour, il a bloqué dans la face. Et il s'est arrêté parce qu'en fait, il se sentait pas à sa place dans la montagne. Il se sentait pas bien, il avait perdu confiance. Et bah moi, j'avais. Voilà. Donc on a fini le tournage là. J'étais content qu'il se soit arrêté, qu'il ne soit pas mis la pression parce que j'étais là. C'est toujours une peur que j'ai, que les athlètes se poussent trop et savent pas se dire stop. Et là, il a fait le job, donc c'était cool. Enfin, il s'est écouté en fait surtout. Donc c'était bien. Mais voilà, l'été dernier, j'étais pas mal sous l'eau, je faisais plein de trucs. Et donc bah, on a fait ça et j'ai pas poussé plus loin. Et en fait, en février, j'ai monté ces images-là que j'avais jamais touchées, vu qu'on n'avait pas fini le projet. Et je me suis dit, mais il y a une histoire de ouf. Faut qu'on raconte comment il s'est remis de ça, comment tu te remets d'un accident en montagne, surtout quand bah, voilà, c'est ta passion depuis toujours, tu sais, tu vas en faire ton métier parce qu'il est aspirant guide. Enfin, ouais. Et bah, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant à raconter, quoi. Donc je l'ai appelé, on a discuté, il s'est posé beaucoup de questions, ça lui a pris du temps. Bon, je ne vais pas spoiler la suite du film, mais... Et donc là, je voulais le voir en vrai pour pouvoir discuter avec lui au moins 1 heure, pour qu'il me réexplique tout, comment ça s'est passé, pour écrire une note d'intention, et pouvoir ensuite aller démarcher des marques pour qu'on puisse essayer de financer ce film documentaire. Voilà. Donc ça, c'était mercredi qu'on s'est rencontrés. J'en ai profité directement jeudi matin. Je passais 4 heures là-dessus. Je me suis buté un peu sur la note d'intention, mais c'était cool, ça valait le coup. Victor a validé parce que c'est pas toujours facile. C'est un sujet qui est assez tabou. La prise de risque, l'engagement. Mais j'ai essayé de doser. J'ai montré à Nico, mon pote avec qui je bosse souvent. Il m'a dit ah, tu m'avais plus touché quand tu me l'avais raconté au salon de roue. Mais je dis oui, mais là, faut doser parce que à la fois, faut que aussi ça parle à Victor, qu'il soit OK avec ça et que voilà, on peut pas faire du sensationnel sur ces sujets-là. En tout cas, c'est pas comme ça que Victor il a envie de le raconter et je respecte à mort ce choix-là et ça me plaît plus d'ailleurs de pas le faire en sensationnel, de raconter plus comment tu te remets. Je pense que le vrai intérêt, il est là. Et la leçon universelle, elle est vraiment là-dedans. Comment est-ce que tu fais? Donc, bon, je veux pas spoiler ma note d'intention, mais dans l'idée, c'est... mais il a dû reprendre les choses aux bases, reprendre le plaisir dans sa pratique plutôt que dans le résultat. Et ça, en fait, ça peut toucher des gens dans n'importe quel domaine. Tu vois, quand tu entreprends, si toi, tu as ton entreprise aussi dans la vidéo, ou même dans un autre domaine, tu as ton entreprise, voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu as atteint un résultat, et puis après, tu as eu un peu un vide, ou à un moment tu as eu, je sais pas, un burn-out ou une petite dépression, ou je sais pas, c'est se recentrer sur qu'est-ce que tu aimes faire à la base et qui est plutôt pratiquer que viser le résultat. Donc la morale est un peu globale. Voilà, donc jeudi matin, j'ai écrit tout ça et c'était bien cool, j'étais éclaté. Et puis la veille, on a grimpé, j'ai rencontré Benjamin à Védrine aussi, donc c'était assez cool. Voilà, ensuite, jeudi, j'ai mangé avec Alanis Duc, ma pote qui est photographe et aussi athlète en trail, semi-pro, on va dire, en athlète. Et ça m'a, tiens, mais je peux avancer une idée que j'ai, que j'ai notée pour cette semaine, c'est, euh,
Je pense qu'on a un truc où on veut toujours essayer de... Enfin, moi en tout cas je l'ai, c'est que j'essaye toujours de vouloir rencontrer des nouvelles personnes qui m'inspirent, etc. Mais des fois j'ai un peu la flemme de recontacter les gens qui m'inspirent aussi et que je connais déjà. Euh, alors là j'ai pas eu la flemme parce que j'ai vu ma copine Alanis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, au moins 6 mois, et c'était trop bien. Et avant d'envoyer le message, j'étais en mode ah nanana, je sais pas trop. Mais en fait, mec, voilà. Donc, petit tips comme ça là au milieu. Si vous avez envie de passer du temps avec des gens, juste envoyez-leur un message et ils seront contents. Parce qu'on a tous la flemme de le faire, on a tous pas envie de le faire, sauf quand on est des organisateurs et qu'on aime bien ça. Mais je sais que c'est pas mon cas. Voilà, donc ça m'a permis de bien décompresser. Je suis allé grimper aussi après, pour m'entraîner pour cet été, hein, on va pas se mentir. Qu'il faudra que je sois un peu meilleur en montagne. Donc je travaille quand même là-dessus. J'ai un objectif assez important sportivement, que ce soit physiquement ou techniquement, pour essayer d'être meilleur en alpinisme, en ski de pentraide et tout, pour pouvoir suivre un peu plus les gars et faire des images vraiment cool. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Et ensuite, vendredi, j'ai écrit ma note d'intention donc pour le projet de Bouzig et Benji au Dakar 2026. Donc gros projet qui s'annonce. On veut faire un gros film avec Nico. Donc Nico, si je peux vous le découvrez, parce que j'en parle tout le temps, mais c'est le monteur avec qui je bosse tout le temps, qui bosse très souvent pour moi, et sur le Dakar, il est parti avec moi cette année pour monter les épisodes, et il a envie de devenir un peu plus producteur, donc ce qui matche très bien avec mon envie, moi, de devenir réalisateur, ce que je documente ici dans cette série de podcasts. C'est une série de podcasts hebdomadaires. Chaque semaine, je vous donne des nouvelles sur mon avancée. Je sais pas si mon intro était top, donc voilà. Et du coup, je disais Nicolas. Voilà. Et donc j'ai écrit ça, et l'après-midi j'ai vu Nico, j'ai pu lui présenter le truc. Il a bien kiffé, faut que je finisse d'écrire le pitch parce que j'arrivais pas à l'écrire. En fait, on a vécu tellement de choses avec Bouzig que j'ai. Tu sais, c'est hyper large, j'ai envie de trop en raconter, j'ai du mal. J'ai déjà écrit l'angle, le paradoxe en gros qu'il y a, le thème qu'il y a. Et on va développer un peu là-dessus. Comme j'ai écrit beaucoup des documentaires cette semaine, on va parler de mes idées, enfin mes sujets de la semaine sont orientés sur l'écriture de films. Donc pour les mecs qui font de la vidéo, ça va vous plaire. Pour les mecs qui font pas de la vidéo, ça peut vous intéresser aussi parce que ça rejoint un peu des notions de storytelling plus globales, d'où le nom du podcast Story First. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé cette semaine. Et puis là, j'ai pris la route ce matin, j'ai rendu mon appart de Chambé et je suis actuellement à Nîmes pour une semaine avec Célophat et ses bouts de campé. Je viens d'arriver, je me sens mieux que la semaine dernière, là je suis pas dans le fog, donc j'ai l'impression d'être un peu plus clair. En tout cas, je me sens plus clair avec moi-même. Donc je voulais enregistrer ce podcast avant que la semaine commence. Parce que pour moi, c'est là un peu le. Aujourd'hui, ce serait le dimanche de ma semaine, quoi. Tu vois, j'ai fait de la route toute la journée, j'ai fait du ménage ce matin dans mon ancien appart. Et là, demain, on va attaquer. Donc, comme ça, je vous fais le point aujourd'hui. Donc, Célophat, c'est un entrepreneur. Parce que pareil, j'en parle comme si tout le monde le connaissait. C'est un jeune homme qui a lancé, en fait, il propose une offre où il y a des gens qui viennent dans une grande villa. Des entrepreneurs, beaucoup. Et pendant une semaine, il les accompagne pour les aider à développer leur business. Ça permet qu'ils se rencontrent entre entrepreneurs. Tu vois, cette semaine, on est 15. Moi, j'y suis allé déjà 2 fois. Une fois en novembre où j'ai travaillé sur mon documentaire du Maroc. L'avantage des semaines chez Célophat, c'est que tu charbonnes comme un connard. Tu te lèves à 4h30, tu taffes 10 porcs toute la journée. Et par contre, l'intérêt aussi, donc ça, je parle d'ailleurs de ce rythme de travail-là dans l'épisode 1. L'avantage, c'est que tu es entouré d'entrepreneurs, de mecs qui ont la dalle, qui ont plein d'ambition et qui ont envie, comme toi, d'évoluer, qui discutent de sujets, qui sont passionnés de plein de sujets comme toi. Et que dans la vraie vie, moi, je connais personne avec qui j'en parle. Ou peu, ou des mecs avec qui je fais de la vidéo, mais encore très peu on parle d'entrepreneuriat. Donc c'est toujours un grand plaisir. Je l'ai accompagné aussi en février. Enfin, je l'ai accompagné, je suis resté tout le mois pour lui faire un coup de main et tout, et vivre ensemble en fait, parce que ça fait vraiment du bien de vivre avec des mecs comme ça. Et puis là, il m'a reproposé, comme ça, j'en profite pour lui faire un shooting photo, des conférences, et puis un peu des images et tout, cette semaine. Il y a 2 autres intervenants avec moi, donc ça va être pas mal. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai été coupé, j'attendais qu'elle reparte. Il y a une madame qui est venue, parce que je me suis enfermé. Je peux vous le dire, là où je suis actuellement dans une grande maison. J'aurais pu me caler dehors, mais il fait méga chaud, genre il faisait 32 tout à l'heure.
Et je me suis dit, je vais m'isoler. Comme ça, je vais pas être dérangé pendant cet enregistrement. Bon, il y a une dame qui est venue, mais je crois que c'est celle, la cuisinière. Et voilà. Donc c'est l'avantage, c'est que tu viens une semaine et on s'occupe de tout, on te fait à manger, il n'y a pas le ménage, il n'y a rien à s'occuper, tu as juste à être focus sur ton travail, sur toi, et tu avances méga vite. Donc là, ça va être ça un peu le programme de la semaine. Je vais essayer de me focus sur création de contenu. Bon, j'ai quand même la note d'intention de Bouzigues et Benji à finir. J'ai le montage de la soirée d'hier, enfin de la soirée de l'événement d'hier soir à faire, qui était assez cool. Et puis sinon, j'ai aussi genre de la comptabilité, de la gestion de projet, des trucs comme ça, qu'il faut que j'avance parce que ça traîne à force de faire de l'écriture, ça prend beaucoup d'énergie. Tu peux pas faire grand chose d'autre dans la journée quand t'es créatif. Enfin, quand tu fais des trucs vraiment créatifs comme ça, et ça prend vraiment beaucoup la tête, ça prend beaucoup d'espace mental, je trouve. Donc voilà, ça va être ça un peu le programme de la semaine. Je vous tiens au courant de ce que ça va faire. Et j'aimerais bien aussi avoir écrit et déjà tourné au moins une vidéo pour lancer sur YouTube. La première, ça va être le making-of de mon film pour The North Face de ski de l'année dernière. Alors j'ai pas trop d'images de making-of, mais je veux raconter en tout cas. C'est un film où c'est cool, mais quand je l'ai fini, j'en étais pas très content. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce que c'est un film qui a plu, enfin les retours ils sont top, mais moi je l'aime pas trop ce film-là. Alors que c'est un film qu'on a fait pour The North Face, c'est un gros film de ski, enfin un gros film de ski à mon échelle, quoi. C'est un beau film de ski de 18 minutes. Et si tu veux, les retours des gens sont ah, les images sont jolies. Et quand on me dit les images sont jolies, ça veut dire que c'est pas un bon film. Et je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Je trouve ça intéressant en vrai. Et du coup, je veux en faire une vidéo. Et la vidéo d'après, ce sera sur le tournage qu'on a fait il y a un mois avec Quentin, où là, j'ai plein d'images en caméra en mode backstage, où on filme du ski de pentraide, on filme sur une arête en alpinisme et tout. C'est assez, c'est engagé pour mon niveau. Moi qui débute un peu dans ce monde-là. Ah, pardon, excusez-moi, il n'y aura pas de cut. Ouh. Et voilà, donc c'est ça un peu, et je veux vraiment lancer YouTube, je voudrais qu'il y ait une vidéo qui sorte par semaine. Donc ça va être ça un peu le programme de cette semaine. Alors combien de temps on est? Ok, 17 minutes, on est pas mal. Bon, j'ai aussi des idées de podcasts où j'aimerais faire en hors-série. Je vous ai par exemple parlé de la phase un peu... En fait, j'ai utilisé le mot burn-out la dernière fois en disant ce qui m'est arrivé sur l'année 2023. Mais c'est plus une crise de croissance et une crise de sens qu'un burn-out. Parce que burn-out, le mot est un peu fort pour ce que j'ai vécu et j'ai pas envie que ça donne cette image des gens qui vivent un vrai burn-out. C'est pas ça en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu. Mais ça vaudra le coup d'en parler. Et notamment, c'est ce qui a permis, je pense, que je puisse en être ici aujourd'hui. Donc j'aimerais bien faire des hors-séries comme ça, mais je me dis que ça peut être intéressant de le filmer et que ça fasse plus une vidéo YouTube, ou ce soit pareil, tu vois, en no-cut, etc. Donc je réfléchis encore, mais j'ai noté trop d'idées pour cette semaine, donc je vais filtrer et on va parler documentaire. Voilà. Alors, la première chose que j'ai sur le documentaire, alors si j'avais noté voir les gens que tu apprécies déjà au lieu de vouloir rencontrer des nouveaux. Chérir ce qu'on a déjà, ça peut être chérir ce qu'on a déjà chez nos clients au lieu de toujours vouloir des nouveaux clients plus gros, etc. Et par exemple, donc je rebondis, et c'est déstructuré, désolé, j'avais dit qu'aujourd'hui je structure, mais j'avais quand même noté un truc qui peut vous intéresser là-dessus. C'est par exemple avec tes clients actuels, au lieu d'essayer de trouver genre des nouveaux clients pour vendre des nouveaux projets, mais vendre à tes clients actuels des projets plus gros, plus conséquents, sous un autre angle. Parce que voilà, moi le truc que j'ai, c'est souvent un client il vient avec une idée, je lui dis ah ben on peut faire comme ça ton idée. Mais je vais pas dire ah est-ce qu'on ferait pas mieux de faire ça pour atteindre tel objectif, tu vois. J'ai pas encore je fais pas encore cette gymnastique dans ma tête. Et je me dis à l'inverse, bah oui, il y a certains clients où je pourrais leur proposer de faire des trucs plus gros. Alors il y en a, ils ont pas le budget. Donc ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai proposé, mais ils avaient pas le budget. Du coup, je me dis qu'il y en a quelques-uns par contre où j'aimerais vraiment faire ça et que ça peut le faire, tu vois. Au lieu d'essayer d'aller chercher des nouvelles personnes, de les convertir, de proposer ça, peut-être qu'avec les gens avec qui ça se passe déjà bien, leur proposer de faire plus, de faire différemment, etc. Donc à la fois, comme avec déjà les potes que tu as déjà, passer plus de temps avec eux, chérir ce que tu as déjà au lieu de vouloir du nouveau, mais ça peut être dans plein de choses, dans je sais pas, le matériel que tu utilises, je sais pas, l'endroit où tu vis, etc. Voilà. Moi je conclue là-dessus.
le documentaire. Donc cette semaine, j'ai fait pas mal d'écriture. Et dans les 2 notes d'intention que j'ai écrites, et je suis retombé aussi sur... Alors, ça y est, c'est déstructuré. On a dit aujourd'hui, on est structuré. Donc, on va commencer par ça. J'ai écrit mes 2 notes d'intention cette semaine, et donc je suis reparti sur la base de ma note d'intention que j'avais écrite pour le film sur Malo. Donc Malo, c'est pour les nouveaux qui débarquent, c'est un jeune diabétique et qui est dans un team de vélo international. J'ai suivi pendant toute la saison dernière. Et en fait, je crois que je vous en ai parlé dans un autre podcast, mais je me suis dit, oh mon dieu, trop stylé, j'ai fini de monter le film, et ça tombait parfaitement que la fin, en fait, ça résumait tout ce qui s'est passé, et en fait, ça faisait un peu la morale de l'histoire, entre guillemets. Et je m'étais dit, ah, mais c'était même pas calculé, c'est tombé trop bien, j'ai réussi à que ça raconte quelque chose, mais je l'avais pas anticipé, et tout, nanana. Et en fait, comme un enculé que je suis, désolé, c'est sans filtre, hein, je vous ai prévenu, en relisant la note d'intention, bien sûr que j'avais écrit ça en fait. J'avais écrit dans les thèmes à aborder, donc comment ça s'est passé l'histoire de Malo, parce qu'il a eu un diabète assez particulier où il y a eu que 100 cas dans le monde, etc. C'était pas un vrai diabétique au début, mais je vous laisserai aller voir le film pour comprendre pourquoi. Et ensuite, j'avais noté, je voulais quand même aborder comment il se sentait quand il était sur la ligne de départ, à côté de tous les autres qui savaient pas qu'il était diabétique. Et en fait, la conclusion sur laquelle on arrive, c'est ça en fait, c'est qu'à travers le vélo, ça lui permet de se sentir comme les autres, parce que quand il fait du vélo, il n'est pas différent des autres, il est comme tout le monde. Et c'est un peu ça la finalité des 1 heure de film, c'est de dire qu'à travers le vélo, ça lui permet de devenir une personne, et à travers sa saison, c'est ce qu'on ressent. Et du coup, je me dis, putain, mais trop bien, c'était pas prévu, mais on voit qu'au fil de la saison, il évolue, il devient autonome, et par le vélo, désolé, j'ai le nez bouché, par le vélo, ça lui permet de montrer qu'il est comme les autres, d'être vu comme les autres. Voilà, c'est pour citer les mots de Rémi. Et c'est ce que j'ai écrit dans ma note d'intention. Quand dans ma note d'intention, j'écris comment est-ce qu'il se sent à côté des autres sur la ligne de départ. Mais c'est un peu comment est-ce qu'il est vu, comment il se voit, lui, par rapport aux autres dans le vélo. Donc en fait, je l'avais écrit, ce truc-là. Et donc voilà. Donc je pense que j'en suis arrivé là parce que je l'avais écrit. Et que du coup, j'avais déjà une idée. Quand je fais mes documentaires, la plupart du temps, alors déjà, j'aime pas trop écrire avant, j'ai très souvent la flemme de la pré-prod, je le dis très honnêtement, mais c'est super important de le faire, et je sais que je le fais pas assez. Même sur d'autres projets clients, souvent... alors parce qu'en fait, ça se passe bien tout le temps, où je le fais quand c'est nécessaire, par exemple sur un truc très corpo, pour se mettre d'accord, avoir un cahier des charges, et être sûr que tout se passe bien, mais sur de l'événementiel, je vais pas le faire, parce que voilà, je sais comment ça va se passer. Sur du projet perso, je le fais pas parce que j'ai souvent mon idée en tête. Alors là, je l'ai fait plus pour dire à Malo comment moi j'imaginais le projet. Mais au final, ça m'a permis, je pense, d'avoir toujours au fond de moi cette vision de où est-ce que je veux aller, en fait. Et pourtant, j'ai pas re-regardé ma note d'intention après. J'ai complètement oublié tout ça. J'ai juste voulu raconter l'histoire de Malo à travers sa saison, et tout a été écrit en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de ce qui s'est déroulé, et pas en fonction de ma note d'intention. Mais au final, c'était quand même lié à ce que j'imaginais au début. Donc écrivez vos films, même si vous pouvez pas tout contrôler. Par exemple, voilà, tous les autres films que j'ai écrits, j'ai même pas écrit de séquencier, enfin si, on se doute un peu de ce que c'est le séquencier, mais la structure n'est pas encore définie parce que ça va dépendre de qu'est-ce que je récolte. Tu vois, sur le film avec Victor, en fait, ça dépend du projet qui se passe cet été. En gros, l'idée, c'est qu'il va refaire un projet cet été où on espère que ça va bien se passer, et que du coup, on pourra raconter son rétablissement, entre guillemets, enfin, en tout cas, comment il s'est remis de son trauma à travers donc des images de couple qu'on filmera, plus ce nouveau projet. Donc c'est ça un peu dans l'idée, ce que j'ai écrit d'intention. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer le projet, tu vois. Je sais pas encore. Là, il est parti 1 mois et demi au Pérou. Il sait même pas ce qu'il veut faire. Il va en discuter là-bas parce que son collègue avec qui il veut faire le projet, il part au Pérou avec lui. Et donc on verra, tu vois. Mais c'est plus de garder en tête la direction que tu veux avoir. Je pense que c'est ça. Et pareil avec si celui de Bouzig, il a un peu plus, et Benji, comme les persos, je les connais quand même bien maintenant depuis le temps qu'on passe ensemble. J'ai fait une grosse analyse un peu psychologique d'eux.
voilà, je pense qu'on est pas mal. Celui de Victor, l'avantage aussi, c'est que comme ça s'est déjà passé, qu'il s'est remis de son trauma, depuis il a fait des dingueries, enfin il a fait des trucs trop cool. Il a fait un gros tour du Cara là, il y a pas longtemps en ski de pentraide. Donc c'est pareil, je sais où est-ce que je vais en termes de thèmes, d'idées métaphysiques, parce que voilà, au-delà de raconter l'histoire, c'est aussi c'est quoi l'idée globale, c'est quoi le message un peu universel que tu fais passer. Et ça, je l'ai fait passer souvent à travers des paradoxes. Donc Victor, le paradoxe, c'était la montagne, c'est toujours là où je me suis senti le mieux. Aujourd'hui, c'est là où je me sens le plus mal. Donc au moment où il a eu, après son trauma. Donc voilà, c'était un peu ce paradoxe de, bah, à la fois c'est le truc qui t'a le plus plu de ta vie. Enfin bref, je vais pas expliquer, mais et maintenant c'est le truc qui te fait le plus de mal. Bouzig a un paradoxe sur le fait qu'il soit toujours. Merde, je sais plus. Bah, il faudrait que je retrouve ma note d'intention. Mais dans l'idée, il est toujours obsédé par. En fait, il a un peu peur de rater sa vie, enfin de passer à côté de sa vie, et du coup, il est toujours partout. Tu vois, il a 3 jobs, il court dans tous les sens, il fait plein de trucs parce qu'il a peur de passer à côté de sa vie. Donc, il y a ce côté un peu négatif parce que t'es jamais satisfait de ce que t'as. Et à la fois, c'est aussi un moteur parce que du coup, ça permet d'accomplir des dingueries. Donc, le paradoxe, il est là. Voilà, un peu comment j'ai écrit mes notes d'intention. Et bon, Bouzig, il manque le pitch. Mais c'est surtout ça qui compte pour moi, c'est comment d'un exemple personnel, t'arrives à une idée universelle. T'arrives à une leçon de vie universelle. Voilà. Bon, je pense que déjà on est plus structuré que d'habitude. Là, vous apprenez peut-être des trucs intéressants. Parce qu'en fait, la force d'un docu, c'est ce qui compte vraiment, je me suis rendu compte. Hein. Je suis allé voir des films à la Cinémathèque de Montagne il y a 3 semaines, là, à Gap. Il y avait des trucs, c'était vraiment pas ouf, techniquement en termes de vidéo. Le son était pas bon, tu comprenais rien, les images. Et en fait, les films ils ont été sélectionnés parce que l'histoire est cool. Ce que ça raconte, c'est fort, c'est puissant. Et on s'en fout, en fait, presque de comment c'est filmé. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que ça me sort d'un film quand c'est mal filmé, mal monté, mal écrit. Mais si le fond de l'histoire et les personnages ont quelque chose d'important à apporter, en fait, c'est tout ce qui compte. C'est ce que j'ai noté dans une de mes notes du jour d'ailleurs. L'histoire et les acteurs, c'est supérieur à tout le reste, en fait, au final. En fait, c'est au moins égal à la prod. Mais si t'as des. Si l'histoire est pas ouf et que les acteurs sont pas ouf, t'as beau faire un truc trop stylé, bah ça va pas raconter grand chose. J'ai des exemples. Enfin, j'ai des exemples dans les deux sens. Par exemple, je vous parlais de la vidéo de Master la semaine dernière. Bon, ben ça marche bien parce que du coup, tu pourrais dire les acteurs. Si c'était la même vidéo Pauline Ferrand-Prévot, tout le monde serait en mode oh la dinguerie. Mais là, c'est ma petite sœur qui fait du vélo. Bon, bah forcément. Alors que je suis dans un anamorphique, je fais la colo sous Resolve. L'ambiance est trop cool, genre lever de soleil avec la poussière et tout. Mais voilà, donc là, c'est les acteurs. Et l'histoire, c'est par exemple, je trouve qu'on a moins bien marché au deuxième Dakar parce qu'il s'est passé moins de choses, moins de faits de course. Benji était malade la première année, donc voilà, t'accroches à mort et tout. Et au final, la deuxième année, on avait beaucoup plus de moyens, j'avais un monteur, la qualité des prods est beaucoup mieux, mais l'histoire embarque moins les gens. Donc c'est ce qui compte en fait, c'est l'histoire. Et là où toi, en tant que réalisateur, enfin là où en tant que moi, réalisateur, c'est important, en fait, c'est la vision. C'est quoi l'importance du réalisateur dans ces cas-là? C'est quelle histoire il va raconter. Parce que tu pourras en raconter plein des histoires. Enfin, des docus, tu pourras en faire tous les jours sur une personne différente. Tout le monde a quelque chose à raconter, tout le monde a une histoire. Mais en fait, là où il va falloir être bon, c'est que, tu vois, le film de Malo, ça fait 1 an que je l'ai commencé. Il n'est pas encore fini. Imagine si je fais un film comme ça sur une histoire qui est pas ouf et qui vaut pas le coup. C'est-à-dire que j'ai perdu 1 an, entre guillemets. Enfin, je l'ai pas perdu parce que j'aurais appris des choses. Mais je vais pas avoir le retour sur investissement de tout ce qu'il m'a apporté. Au final, la vision, là-dedans, c'est ce que j'ai noté. Ce qui compte réellement, c'est la vision du directeur, enfin du réal, sur choisir les bonnes histoires. Parce que tu peux faire une bête de prod, si l'histoire derrière, elle a pas de fond, elle touche pas les gens, elle parle à personne, bah tu peux avoir shooté avec des caméras de cinéma, faire une dinguerie et tout, bah ton film il va pas être vu quoi. Et il va pas intéresser les gens. Il va intéresser les gens parce qu'il est beau, comme mon film For the North Face, mais ça va être très limité. Et c'est pour ça qu'il a pas trop tourné ce film-là. Parce que pour moi, je l'aime pas, et donc si. Enfin, je l'aime pas trop. C'est d'un point de vue histoire. Parce que je mets de l'eau dans mon vin. Je l'aime bien pour une première expérience de film de ski, c'était cool. Mais voilà, Story First. Story First, bah oui, c'est le nom du podcast, mais on retombe sur nos pieds, tu vois.
Donc en tant que réalisateur, ce qu'il faut absolument bosser, c'est sa vision, arriver à déceler les bonnes histoires, les bons personnages et comment les raconter. C'est aussi important, hein. Euh, c'est juste que si déjà t'as une histoire qui est bonne, ça te facilite tout. Parce que s'il se passe rien et que l'histoire est pas ouf, t'as beau être une machine, bah derrière tu vas galérer à essayer de tirer un truc. Donc là, voilà, moi j'ai l'impression qu'avec Victor, l'histoire est cool. Je trouve que le sujet de la prise de risque et de l'engagement, il est très peu abordé parce que justement il est tabou. Je le vois à la fois que ce soit sur le Dakar ou sur voilà, dans ces sports comme l'alpinisme, le ski de pentraide. Les mecs en parlent pas trop, à part entre eux, et même entre eux, mais bon. En dehors, les gens savent pas en fait. Tu vois, bon, personne n'écoute trop ce podcast, mais donc je peux dire un peu des trucs cool, mais enfin un peu des trucs. Je trouve qu'au Dakar, ils minimisent vachement l'engagement et la prise de risque qu'ils ont. Après, c'est que mon avis, hein, par rapport à ce qu'ils racontent. Mais en même temps, ce qui est normal, faut rassurer la famille, ta femme à la maison. Genre, c'est en mode, ils vont dire ah, je me suis mis une grosse boîte, je suis tombé à 80 km/h, 9, putain, ça m'a. Voilà. Et puis il va appeler sa femme, il dit ouais, bon, ça va, petite boîte, tranquille. Ce qui est normal, tu veux rassurer. Mais en fait, du coup, et quand les mecs arrivent, ils se rendent pas compte de l'engagement que c'est. Et je comprends, tu vois, c'est ok de ouf, mais ça veut dire qu'il y a des choses à raconter, parce qu'on n'en parle pas. Et par exemple, j'ai eu ce constat, enfin Kylian Bron a eu le même constat, c'est qu'il veut raconter comment il gère son engagement dans ses vidéos. Donc Kylian Bron, c'est un athlète en vélo qui fait des vidéos méga engagées. Et là, il veut faire des ciné-conférences où en fait, il veut plus faire. Avant, il faisait beaucoup des trucs très clippés de entre 5 et 10 minutes, donc avec que des belles images, avec des trucs méga engagés. Et là, il veut plus faire des docus où il raconte en fait comment il gère sa prise de risque, comment il gère l'engagement qu'il met, comment il se prépare, et dans quel but il fait ça. Est-ce que c'est pour prendre toujours plus de risques? Est-ce que c'est pour la belle image? Est-ce que tu vois? Et de montrer qu'il est conscient de ça. Et je pense que c'est pas assez abordé. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a du sens dans ce film de Victor. Et bah voilà, je pense que Victor me fait assez confiance pour le raconter de la bonne manière. J'ai envie de lui montrer moi aussi que bah, je veux pas le tourner à l'américaine parce que c'est ce qu'il craint aussi et je comprends. Euh, et je veux que ça lui ressemble. Et Victor, c'est pas du tout un mec qui fanfaronne, qui fait le mec, qui va en faire des caisses et tout. Au contraire, tu vois. Il vit des trucs de ouf et il va peut-être un peu minimiser à chaque fois. Je comprends aussi. Et moi, j'ai envie de montrer tout ça. Et donc, pareil pour Bouzig et Benji. Pense que Bouzig, c'est un personnage de ouf. Les gens sont attachés beaucoup à lui. Et il marche très bien. Le duo avec Benji marche très très bien. Ils sont très marrants. Ils sont très complémentaires aussi. C'est ça, j'avoue, hein, très honnêtement, même si Benji il écoute ça, tant pis, mais j'ai tendance à trop orienter le truc sur Bouzig parce que je trouve que le personnage est justement plus facile à mettre en lumière. Mais comme me le rappelle tout le temps Nico, c'est un couple tous les deux qui vont très bien ensemble et l'histoire marche mieux ensemble. Ils sont très complémentaires. Bouzig court dans tous les sens, il est à fond, il est très émotionnel, bim bam boum. Du coup en vidéo ça marche trop bien. Mais sans Benji, il irait nulle part parce que Benji le structure, Benji le cadre, Benji apporte son expérience et tout. Et c'est vraiment un lien de transmission. Et ça, c'est super important dans mon histoire. C'est parce que c'est pas juste toucher les gens aussi, c'est raconter des choses, raconter comment ça se passe, montrer. Et c'est tout aussi important. Donc j'espère qu'à travers cette expérience mon écriture, de mes deux notes d'intention, ça vous parlera et ça vous remettra au centre que l'histoire et les acteurs, c'est super important. Après, là-dedans, moi je suis quand même d'avis, je suis pas du tout d'accord avec les mecs qui disent le matos ça compte pas. Story first. Non, story first, ça on est d'accord. Mais le matos, ça compte de ouf. Les mecs qui disent non, mais le matos, ça compte pas, faites avec ce que vous avez, nanana, c'est parce que les mecs, ils sont un peu dans le déni. Souvent, c'est des mecs qui n'ont pas accès au matos de ouf. Ou des mecs qui font pas des prods de fou. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de trop les juger, finalement. De toute façon, ce sera pas monté, mais je retire un peu ce truc-là. Mais mec, le matos, ça compte, quoi. À un moment donné, le film de Malo, quand je l'imaginais dans ma tête, je voulais que ce soit un anamorphique. Pourquoi? Au-delà du plaisir de shooter avec de l'anamorphique, c'était pas du tout pour les flares orange qui traversent l'image, j'aime très peu des flares comme ça. C'est parce qu'en anamorphique, ça me donne une image un peu indémodable. Et que du coup, le film de Malo, pour moi, en écriture, il s'inscrit dans quelque chose qui pourrait être filmé il y a 10 ans ou qui pourrait être filmé dans 10 ans. Si je filmais à la FX3 avec un 2470 GM2, tu sais que ça date des années post-2020. Ça se voit. Là,
La colo est pas encore faite, mais je veux que la colo soit dans cette idée-là. Je veux que ça puisse être indémodable. Je veux qu'on puisse le revoir dans 10 ans et qu'on sache pas. Dans cette idée-là, par exemple, j'ai regardé là récemment, j'ai découvert, je sais pas c'est pas ouf, mais j'ai découvert The Blaze Territory, le clip, avec un acteur qui joue dans le dernier James Bond, qui joue très très bien. Et en fait, c'est là aussi où en fait, j'ai pris cette note-là à ce moment-là d'ailleurs, sur l'importance des acteurs. L'acteur joue trop bien et ça te met dans le film. Genre, j'étais à fond, tu vois, dans le clip. Et pourtant, c'est un clip, les plans sont méga longs, mais l'acteur porte le truc, je trouve. Voilà. Et là, dans ce film-là, c'est pareil, il date d'il y a 10 ans, je pense. Ils en ont fait d'autres. Plus à la... Je pense, il y en a un juste avant qui a été fait en hybride. Tu vois la différence, c'est aberrant. Alors que celui-là, à mon avis, enfin, ça a été fait par une grosse prod, c'était Iconoclast, je crois. Bah, ça a bien vieilli, je trouve. Honnêtement. Parce que, à mon avis, c'était bon à la peut-être Red One ou quoi, parce que ça devait être il y a 10 ans. Donc voilà, le matos pour moi il compte. Je vais faire une vidéo d'ailleurs plus poussée là-dessus sur YouTube. Pareil, le film de Victor, j'ai filmé beaucoup avec des optiques ciné. Parce que à la base, on devait avoir une vision un peu historique des voix, et donc je voulais avoir des beaux flares arc-en-ciel, avoir des aberrations chromatiques, avoir des lentilles qui diffusent, un piqué un peu, enfin genre un bokeh un peu doux. Et donc je voulais absolument pas filmer ça avec mes optiques photo. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a fait rater l'histoire d'ailleurs, parce que j'étais trop focus sur mon matos. C'est le problème quand t'es à la fois réal et chef opérateur, je pense, sur des docus. Je m'en rends compte en faisant un. Et j'ai eu le recul. En fait, je voyais même pas que Victor il était stressé. Genre, j'ai vu ça au montage, très honnêtement. Hein. Et là, c'est une grosse erreur de ma part d'un point de vue réalisation. Et sur les images, je me dis, mais ça se voit, 4000, il est méga stressé, il est dans sa tête à mort. Enfin, il a l'air en tout cas. C'est ce qu'il dégage des images. Moi, je le voyais pas parce que j'étais juste focus sur est-ce que je shoot au 35 ou est-ce que je shoot au 50. Parce qu'une fois que j'aurais mis mon optique, je pourrais pas changer vu que je shoot en focal fixe cinéma. Comme un enculé. Voilà. Ça fait 2 fois que je m'insulte. Donc j'espère que ça vous fera un petit apprentissage encore. Voilà, là je déballe plus des idées que j'ai eues. Vous en tirez ce que vous voulez comme un apprentissage. Si vous découvrez à travers cet épisode le podcast, c'est plus, voilà, je vous partage des idées. C'est pas genre des règles, c'est plus ni des leçons. C'est plus des questionnements que j'ai et que vous pouvez vous poser aussi et qui peuvent s'adresser à d'ailleurs diverses choses. Là, l'exemple, c'est à travers la vidéo. Mais évidemment, ça peut s'utiliser dans d'autres domaines, j'imagine. Là, j'ai pas d'avis transversal, mais on est quand même là pour parler de réalisation et de cinématographie. Parce que pour moi, c'est à la fois être entrepreneur, mais c'est à la fois être aussi un artiste. Et c'est le mélange des deux qui fait qu'on avance loin, selon moi. Ou dans la direction, en tout cas, que j'ai envie d'aller. D'ailleurs, je développerai ce sujet-là un peu plus tard, je pense. Donc voilà. Pour continuer dans les histoires des documentaires, il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, là, en écrivant à chaque fois eux les paradoxes qu'ils vivaient, etc. Donc par exemple, Victor, c'est retrouver du sens dans sa pratique. Bouzig, c'est arrêter de se faire FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose, et du coup... tu as peur de rater la dernière opportunité, le dernier truc et tout, du coup tu cours dans tous les sens. Malo, c'est être vu comme il est réellement et pas être défini dans une case. Et en fait, le truc que je me suis rendu compte, c'est que chacune des histoires que je raconte, c'est aussi des histoires que je vis, moi-même, personnellement. En fait, à chaque fois, c'est des questions que je me suis aussi posées, des idées que j'ai envie de partager, en fait. J'ai envie de partager, justement... Victor, sa crise de sens, comment est-ce qu'il a retrouvé du sens? Parce que c'est un truc que j'ai vécu moi à travers la vidéo, dans mon travail sur l'année dernière, quand je vous parlais au début de la crise de sens que j'ai eue en 2023. Et avec Victor, on match assez souvent, alors ça je n'en ai pas parlé, mais on match assez souvent sur les questionnements qu'on a. Tu vois, il y a un an, il y avait ce truc où donc j'ai passé 3-4 jours avec lui, et on allait courir, on discutait de l'impact des réseaux sur comment on se sentait vis-à-vis de ce qu'on faisait. Pour clarifier un peu l'idée, il me disait que lui, des fois, il faisait des dingueries en alpinisme. Enfin, voilà, il faisait une grosse croix qu'il visait depuis longtemps. Donc il était content. Ensuite, il est rentré, il ouvre Instagram, et puis là, tu vois qu'il y a 4-5 mecs qui ont fait des trucs fous aussi, qui te paraissent plus fous que ce que t'as fait. Et tu bats, t'es en mode, ah, en fait, mon truc, c'est pas si ouf, c'est quoi le prochain truc, tu vois. Et t'enchaînes comme ça, et t'es jamais satisfait. Moi, ça me faisait la même chose il y a un an. C'était en mode, j'étais au Dakar, j'étais en mode, ouah, je t'ai refait, je me sentais trop fort, trop puissant, ouais, on a pété, on est parti viral, j'ai fait une dinguerie, c'est trop ouf.
Je rentre et là, je vois un film, un 10 minutes, je crois, où trop stylé, genre filmé à la RED, filmé à la FX3, avec une colo de zinzin, mais un truc qui est. Voilà, ça avait passé 3 mois à produire pour un 10 minutes. Moi, j'ai sorti 18-20 minutes en 18 jours. Et j'ai commencé à bader en mode ah ouais, mais mes prods elles sont pas ouf, elles sont moins bien. Putain, je regardais mes vidéos de Dakar, je les aimais pas. Mais parce que mec, tu te compares pas sur la même chose, tu vois, je me disais. Et bon, Victor, ça peut être là. Pareil, bon là, je veux pas parler en son nom, mais voilà, on se retrouvait là-dedans. Bon, bah du coup, il y a un petit tips. Et en fait, mec, la fierté du Dakar, c'est juste d'avoir réussi à sortir 18 vidéos de 20 minutes en 18 jours. Parce que c'est genre hardcore comme rythme. Tu dors 4h30 par nuit, tu filmes, tu montes dans la même journée. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le mec à qui tu te compares, il a eu 3 mois pour faire sa vidéo, elle est mixée en studio. Enfin, je pense, ou même si elle n'est pas mixée. Il y a de la colo. Enfin, juste, voilà, il a eu 3 mois pour faire le film. Toi, t'as eu une journée par film. Mec, redescends, quoi. Et voilà. Et donc, on avait par exemple cette problématique-là en commun. Mais là, la problématique du sens, alors moi, elle vient plus d'une crise, enfin, ouais, de ce que j'ai vécu au Dakar et d'un autre projet client qui m'a mis un peu dans cet état-là, à savoir bah, c'est quoi le sens derrière mon activité professionnelle. Et quand lui, il a vécu ça aussi, ça me parle. Et je me dis, bah, j'ai envie de raconter ce que moi aussi j'ai vécu. Malo, c'est pareil, forcément, arriver à être vu comme t'es et tout, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens qui entreprennent et qui se cherchent, et qui savent pas trop qui ils sont. Et Bouzik, bah, je passe mon temps à me faire FOMO aussi. Je suis au Dakar, je vois des mecs qui sont en train de filmer du ski. Je me dis, putain, pourquoi je suis pas en train de filmer du ski? Mais mec, t'es au milieu du désert sur le plus gros événement de moto. Arrête de vouloir faire autre chose, tu vois. Donc je me fais FOMO autant que Bouzik. Et comme lui, c'est un moteur pour faire 50 000 trucs parce que j'ai peur de rater la meilleure vidéo, le meilleur projet, le meilleur truc. Donc j'en fais trop. Je sais que c'est un des gros problèmes que j'ai à régler prochainement, j'espère. Mais voilà, du coup, je pense que c'est important quand on écrit des films de vivre des choses. Et je fais un peu la comparaison avec les écrivains. À l'époque, on va dire peut-être 18e, 19e siècle, les écrivains ils étaient réputés pour voyager beaucoup. Je pense notamment, j'ai pas d'exemple, mais je crois Candide de Voltaire. Autant je dis une grosse dinguerie, hein, mais je crois qu'il avait beaucoup voyagé pour écrire ce livre-là parce que c'est le côté. Oh, je me souviens plus, c'est mes cours de lycée, genre. Non, désolé, hein, autant je dis une grosse dinguerie, j'ai pas de réseau là, je peux pas les vérifier. Mais bref, dans l'idée, il avait beaucoup voyagé et en fait, en voyageant, ça te permet de vivre. Moi, je vais pas m'étendre sur Candide parce que je veux pas dire de conneries, mais bref. En gros, les écrivains ils voyageaient beaucoup parce que ça leur permettait de vivre beaucoup d'expériences et de pouvoir écrire et créer des personnages en fonction des expériences qu'ils avaient vécues. Et j'imagine qu'ils trouvaient des thèmes un peu globaux à tous les humains. Tu vois, genre. Je sais plus, je crois que c'est dans Candide, il y a l'Eldorado. En fait, j'ai peur de dire une connerie avec l'exemple, mais bref, on va dire c'est celui-là. Et bah, il se rendait compte que chaque humain courait, par exemple, à peu près partout, et puis finalement, tu te rends compte. Et en fait, ça, c'est dans n'importe quelle culture à travers le monde. Et donc, les écrivains vivaient beaucoup de choses pour pouvoir raconter le livre. Ils voyager pendant des années pour sortir un livre au final. Et je pense qu'une des choses à faire quand on est justement on écrit des films, donc en étant réalisateur, c'est de vivre des choses en fait. Vivre après pas autant que, tu vois, pas autant intensément, mais vivre un peu ce que vit un athlète de haut niveau, soit dans son quotidien, dans la prise de risque, etc. Vivre quelqu'un qui accomplit des choses. Tu vois, ma crise de sens, c'est parce que j'ai accompli quelque chose. Derrière, j'ai eu un vide, un peu un syndrome du marathonien. Bah, en fait, si j'avais pas accompli ce truc-là, comment t'aurais voulu que je le raconte dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Et donc, je pense que c'est important. En fait, tous les conseils que je les donne surtout pour moi-même, hein, à chaque fois. Je vous le dis. C'est que, voilà, des fois, t'es trop la tête dans le guidon, t'es trop dans l'opérationnel. Parce que, voilà, faut que les vidéos sortent. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est de faire plus de vidéos, faire plus de contenu, sortir des trucs. Et tu passes ton temps à tourner, monter. Et en vivant pas grand-chose d'autre. Et au final, c'est peut-être là que tu rates tes meilleures idées. Peut-être que tes idées, elles sont là. Y a ce côté, les idées, elles viennent aussi beaucoup en s'ennuyant, si on sort de la vision de la vidéo, mais quand tu t'ennuies, c'est là où tu es créatif. Souvent, c'est quand tu te balades, que tu es sous la douche. Moi, les idées, elles me viennent beaucoup en voiture ou quand je cours. Et ces podcasts, j'aimerais trop les faire un jour en courant ou en voiture, mais je vous préviens d'avance, je vais être méga essoufflé.
Mais ce serait stylé parce que c'est souvent là que je suis méga créatif. Et donc, pour en revenir à ça, c'est vivre des choses aussi. Parce que pour remplir un peu son sac à dos d'idées et de pensées, c'est en vivant des expériences qu'on pourra après raconter ces expériences-là. Alors que si tu passes ton temps à raconter des trucs, mais même sans les raconter, genre à faire des vidéos corpo, nanana, euh, bah t'as rien à raconter, quoi. Et en fait, du coup, c'est ça qui est dur, en fait, c'est faire peut-être moins de choses, mais les faire mieux pour aller plus en profondeur. Voilà. Aller plus en profondeur dans ces choses-là, parce que t'as vécu des choses plus intenses, plus profondes. Je sais pas, là, que j'ai vécu, par exemple, avec tous ces entrepreneurs au château, pour changer du sport, parce que le sport, voilà, ça parle bien, c'est évident. Mais peut-être que le jour où j'ai envie de faire un documentaire sur comment la croissance d'un entrepreneur, comment il a vécu, bah, d'avoir vécu avec ces mecs-là, même si voilà, moi j'ai ma croissance, elle est beaucoup plus faible que d'autres qui vont peut-être faire des millions, etc. Peut-être que moi aussi je ferai des millions, Inch'Allah. Bah en fait, ça permettra de raconter aussi ces histoires-là. Et si je les ai pas vécues, je pourrais pas les raconter. Et c'est pour ça, je pense que c'est important d'arriver à se laisser du temps pour ces trucs-là. Par exemple, j'essaye toujours en début de saison d'aller skier pour moi, sans prendre de caméra, sans prendre de matos, sans réfléchir à rien, et juste aller faire du ski pour prendre des sensations, pour me faire kiffer et tout. Alors que avant, j'étais tout le temps en mode, je vais skier, je prends ma cam, tu vois, je veux rentabiliser ce temps-là, je veux faire des images. Pareil en vacances. Avant, je partais en vacances, enfin, genre quand je suis parti au Canada, je voulais absolument tout filmer parce que j'étais en mode, je suis pas en train de bosser, faut que ce soit comme si je bossais, tu vois. Et je pense que c'est une erreur parce que du coup, on vit pas ces moments-là et du coup, derrière, on peut pas les raconter. Voilà. Donc j'ai un peu fini là-dessus. Donc la conclusion de tout ça, c'est que souvent les histoires que tu racontes, c'est les histoires que tu vis. Parce qu'en fait, tu retrouves ce qui te touche chez les gens, c'est ce qui te touche chez toi. En fait, souvent, c'est une image que tu as de toi-même à travers eux. Moi, quand je me reconnais dans Victor, c'est parce que j'ai vécu des trucs similaires dans un autre domaine, complètement différent, et je me reconnais à travers lui. Et c'est ça qui me touche. Et le film de Malo, c'est ça qui me touche. Le nombre de fois où j'ai pleuré devant cette séquence de fin, putain, comme un enculé, même au montage. Parce que ce que ça me touche, c'est que ça fait ressortir des trucs en moi. Et si tu veux toucher ton public, c'est faire ressortir des trucs en lui. Et quand un rappeur, il marche super bien, il est universel, je sais pas, comme Orelsan qui a touché des millions de personnes, c'est parce qu'il raconte des trucs très personnels qui touchent un grand nombre de personnes. Et on retombe sur ce paradoxe de départ. Comment, à travers une histoire personnelle, tu touches beaucoup de monde? Mais c'est en toi-même vivant des choses qui, du coup, quand tu vas parler avec quelqu'un, ça va le faire ressentir. Et évidemment qu'aujourd'hui, je vais avoir du mal à raconter, je sais pas, quelqu'un qui a une maladie, je suis très peu entouré de gens qui ont une maladie. Alors avec Malo, ça m'a permis de découvrir le diabète, mais Malo, je le connaissais. Bah, peut-être que ça va moins me parler que justement dans le sport où je côtoie beaucoup d'athlètes et les histoires, je les connais, les problèmes, je les connais. Et par exemple, je sais que là, j'étais à la salle d'escalade avec Benjamin, Védrine et Vico. Bah, en fait, j'essaie d'être méga attentif. C'est quoi les problèmes qu'ils parlent? C'est quoi les problématiques qu'ils ont? De quoi, tu vois? Parce que, en fait, c'est ça qui va faire des sujets de film. C'est ça qui va faire aussi une connaissance, tu vois, genre les gars du Dakar. Aujourd'hui, tu me donnes la moto de Benji quand on était au salon du deux roues, sa moto de rallye. Je sais expliquer chaque truc qu'il y a dessus, je sais comment tout marche, je connais tout. Parce que j'ai passé tellement de temps avec eux que bah, je connais aussi bien que si j'étais motard presque. Alors, j'ai pas vécu les sensations, mais tu connais les histoires. Donc voilà, il y a aussi cet axe-là, il y a soit tu les vis, soit tu passes tellement de temps à écouter les gens qui les ont vécus que du coup tu peux raconter au mieux. Mais pour ça, voilà, faut vivre des choses et pas être enfermé dans ta cave. Et donc ça rejoint un petit peu finalement comment faire pour vivre plus de trucs parce qu'il y a des fois, bah, t'es sous l'eau, faut bosser. C'est arriver à faire, soit il y a plusieurs choses. Je m'impose aujourd'hui d'essayer d'avoir 50% des projets qui rapportent de l'argent, enfin qui sont très pro, et 50% des projets qui sont des projets perso plutôt ou créatifs, etc. Pourquoi 50-50? J'ai essayé deux extrêmes. Il y a 2 ans, bah, ça va un peu dans ma vidéo ma crise de sens et ma crise de croissance. J'ai fait une grosse croissance, j'étais focus full business. Ça a pas marché. Enfin, ça a bien marché, j'ai bien développé le business. Mais au bout d'un moment, j'ai câblé. Genre, j'étais en mode, mais pourquoi je fais de la vidéo en fait à la base? Tu vois, c'était pas pour avoir l'impression de faire la même chose toutes les semaines. L'année d'après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets perso. Et là, j'ai perdu un peu la valeur de ce que je faisais. Voilà, et donc je trouve que c'est dans cet équilibre des choses-là. Et ça permet justement, je pense, dans cet équilibre, de vivre un peu un entre-deux. Ou sinon, l'autre alternative, c'est justement pourquoi j'aimerais commencer à réfléchir à développer un mode de prod. C'est que si je délègue la post-prod, je gagne un temps de fou furieux pour pouvoir
passer plus de temps sur le terrain, à filmer, à vivre des expériences, et pendant que quelqu'un est en train de monter les images, progresser en montage lui, alors que moi, bah oui, je progresse en montage, mais je progresse pas sur l'AREA, l'écriture, le tournage, la cinématographie. Donc en s'associant à quelqu'un, on retombe sur ce sujet-là, l'avantage c'est que lui il peut s'occuper, si je vous donne un exemple avec Nico, avec qui on est très complémentaires parce que lui ce qu'il aime c'est la production et je trouve qu'il gère très bien la gestion de projet, bien mieux que moi. Moi je le gère parce que j'ai pas le choix, tu vois, c'est mon métier. Mais ça me pompe un maximum d'énergie alors que lui j'ai l'impression qu'il kiffe ça, enfin de ce qu'on a discuté. Et l'avantage c'est qu'au moins je peux me concentrer là-dessus. Alors ça, après, c'est d'autres problèmes de communication, de gestion d'humain, etc. Mais c'est pareil, voilà. Donc, voilà, un petit peu, au moins, ça retombe un peu en lien avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Je vais regarder à combien de temps on en est. 50 minutes. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, alors j'espère que ça va pas cut. Fait chier, j'ai plus de piles. Oh, comment je serais dégoûté, il a l'air trop bien celui-là d'épisode. Bon, je vais conclure assez rapidement. J'ai noté un dernier truc, c'est que finalement, je suis peut-être pas forcément passionné que par le docu, mais en fait par raconter des histoires et transmettre des émotions. Parce que j'ai beaucoup d'empathie, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on me décrit. Je pleure souvent devant les films. Je suis touché par les gens en interview, je pleure très très souvent. Enfin, au moins, j'ai les larmes qui montent. Pas forcément pour des trucs tristes, mais des trucs touchants. Je tryhard là à la fin parce que j'ai pas envie que ça coupe. Mais en fait, tu vois, dans le clip The Blaze, ça m'a trop touché. Et pourtant, c'est pas un docu, mais c'est l'empathie que j'avais pour le gars. Ce que j'ai ressenti à travers les émotions. Et en fait, je me dis peut-être que en prod événementiel, c'est aussi ce que j'aime bien, tu sais, raconter. C'est pour ça qu'on m'appelle, en fait. C'est parce que j'ai des prods plus docu en événementiel et que j'aime bien raconter l'histoire des gars plutôt que juste montrer des mecs qui courent. Et en fait, ça vient de, je pense, l'empathie que j'ai. Et du coup, je commence à me dire qu'il faut que je m'ouvre à d'autres styles que le docu. Le docu, c'est juste que c'est la manière la plus évidente de le faire. Mais j'aimerais bien faire un beau clip comme Territory de The Blaze. Voilà. Et pour conclure, parce que j'ai vraiment pas envie de perdre cet épisode, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à mettre un like si vous écoutez ça sur YouTube, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur Instagram. Faites-moi votre retour, @clément-armand. Ce podcast n'est toujours pas, enfin je communique toujours pas dessus, donc ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, parce que j'ai toujours pas de feedback. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Je travaille, désolé, mais j'ai peur. Et je veux pas faire de montage. Et pour terminer, par rapport à la vision, j'avais noté une citation, c'est en mode, je vous dis la citation, vous l'interprétez comme vous voulez, c'est: au début, on t'appelle pour ce que tu fais, ensuite pour ce que tu sais, et enfin pour qui tu es. À la semaine prochaine. Si j'explique vite fait quand même. Ce que tu fais, c'est, tu vas être, par exemple, je fais de la vidéo, on m'appelle parce que je fais de la vidéo. Ensuite, on m'appelle pour ce que je sais, parce que je sais des choses pour faire des meilleures vidéos et toucher plus de monde, avoir une meilleure stratégie commerciale. Je sais pas, faire un docu qui touche plus de gens. Et qui tu es, parce que après, t'es devenu quelqu'un de connu. Enfin, de connu ou de réputé, en tout cas. Bisous.